Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le mode d'action des hormones. Dans ce cours, on va étudier, comme nous allons voir dans cette diapositive, le mode d'action des hormones stéroïdes et le mode d'action des hormones thyroïdiennes et le mode d'action des hormones peptidiques. Premièrement, on va étudier le mode d'action des hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes étant lipophiles. Ils traversent la membrane plasmique des cellules cibles par diffusion simple. Il va trouver dans le cytosol des récepteurs plus spécifiques. La fixation des hormones sur les récepteurs formant ce qu'on appelle un complexe hormone récepteur. Ce dernier va migrer vers le noyau à travers des pores nucléaires et il va s'y fixer sur un morceau d'ADN qu'on appelle l'élément de réponse. Et une fois fixé le morceau d'ADN, il va activer l'expression de certains gènes qui vont être transcrits en ARN messager. Ce dernier va quitter le noyau et il va aller se fixer sur les ribosomes pour être traduit en protéines de synthèse qui constituent de protéines clés de métabolisme. Et on résume tout ça par la fiche suivante. Dans cette figure, on a l'hormone qui ont la couleur rouge faire une diffusion simple de la membrane plasmique d'une cellule cible et va traverser vers le noyau par un récepteur spécifique qu'on appelle déjà le récepteur hormone récepteur, le complexe hormone récepteur, qui va aller le noyau par les pores nucléaires et, et il va subir sur un bout d'ADN qui transcrit en ARN messager et ce dernier va synthétiser des protéines, c'est-à-dire euh, la réponse cellulaire. L'animation que je vous présente à la page suivante illustre le mode d'action d'un hormone stéroïde et la testostérone. Vous savez, la testostérone, comme toutes les hormones stéroïdes, dérive du cholestérol. Sa structure chimique dérive du cholestérol. D'accord? Lorsque la testostérone arrive au niveau d'une cellule cible sur laquelle elle va agir, cette testostérone va... Voici donc la cellule cible, voici le milieu extracellulaire et voici le milieu intracellulaire, donc le cytosol. Lorsque l'hormone arrive au niveau de la cellule cible, elle va diffusée à travers la membrane, par simple donc diffusion. Elle va se fixer sur un récepteur qui la reconnaît spécifiquement. Le complexe hormone-récepteur va aller migrer vers le noyau, d'accord, à travers le pore nucléaire, d'accord. Le complexe hormone-récepteur va ensuite se fixer sur un fragment d'ADN qui constitue l'élément de réponse que l'on appelle HRE. La fixation du complexe hormone-récepteur sur l'élément de réponse de l'ADN va commander la transcription d'un gène lié au métabolisme. Une fois ce gène transcrit en ARN messager, il va quitter le noyau par les pores nucléaires et sera traduit au niveau donc des ribosomes qui se trouvent dans le cytosol en une protéine, d'accord, hein? Voilà la traduction en une protéine clé du métabolisme. C'est cette protéine qui constitue la réponse cellulaire. Maintenant, je peux vous dire que la testostérone à elle seule commande la synthèse de plus de 200 protéines différentes parce qu'elle agit au niveau de plusieurs tissus cibles. Elle agit au niveau des cellules de Leydig, au niveau des ovaires, au niveau du muscle strié squelettique, parce que la testostérone est une hormone anabolisante. Bon, maintenant, on va suivre à le mode d'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont les T3 et les T4. Les T3 et les T4 pénétreront par diffusion simple dans la cellule cible, mais le T4 subit une désiodation, c'est-à-dire le T4 perd un atome d'iode
iode et transforme en T3. Car le T3 est l'hormone le plus actif biologiquement. Le T3 va traverser vers le noyau par un récepteur nucléaire qui est une fois activé agissant sur une séquence d'ADN cible nommée l'élément de réponse. Puis une commande d'un gène en ARN messager et résultant une synthèse protéique. On résume tout ça par la schéma suivante. Dans cette schéma, euh, on a la transformation, on a un milieu, d'abord un milieu extracellulaire et un milieu intracellulaire. On a les T3 et les T4 à la milieu extérieur et il va traverser vers le milieu intérieur, c'est-à-dire le cytosol, par une diffusion simple, mais le T4 est transforme et transforme, transforme en T3 par par une désiodation, euh, comme vous avoir dans dans le flèche qui est en violet. On a la désiodation de T4 en T3, c'est-à-dire la désiodation de la L-tyroxine en L-triodothionine par un enzyme spécifique qu'on appelle un enzyme iodothyronine 5' désiodase. Et dans cette figure qui est à la gauche, on a la structure chimique de T3 en haut et de T4 en bas. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va suivre le mode d'action des hormones peptidiques. La fixation des hormones sur un récepteur situé à la surface des cellules cibles. Après cette fixation, le récepteur déclenche des mécanismes de transduction qui transforment les signaux externes en signaux intra par l'intermédiaire qu'on appelle les seconds messagers. Et on résume toutes les étapes précédentes par les schémas suivantes. Cette schéma représente le mode d'action d'un hormone peptidique, comme nous allons vu dans cette figure. On a la fixation de l'hormone qui ont la couleur bleue sur un récepteur transmembranaire qui ont à la couleur violet et ce récepteur, la fixation des hormones sur un récepteur transmembranaire active une unité appelée unité de couplage. Et cette unité constitue de trois petites unités. On a l'unité alpha et bêta et gamma. Ce couplage active les effecteurs de synthèse qui synthétisent le second messager et ce second messager euh, euh, formant sous forme d'un kinase et la kinase qui est constituée de phosphore et des protéines et, euh, et ce kinase transforme en protéine phosphorylée parce qu'il est euh, déjà dit qu'on la kinase est constituée de phosphore et la protéine. Donc la kinase se transforme en protéine phosphorylée. Et ce dernier va activer une nouvelle cascade, euh, cascade biologique qui active un autre message vers le noyau par exemple ou quelque chose comme ça. Ensuite,
Il y a plusieurs types de seconds messagers. Il existe trois grandes classes de seconds messagers, lesquels on a l'AMP cyclique, à partir de l'ATP, la phosphoionoside membranaire et l'ion Ca2+. Les deux premières secondes messagers sont points communs lesquels les deux premières secondes messagers, c'est-à-dire l'AMP cyclique et les phosphoionosicides. Donc le premier molécule de chaîne est le récepteur moléculaire protéine qui se trouve à la surface des cellules. Le récepteur transmet l'information à travers la membrane plasmique par l'intermédiaire d'une famille de transductions qui sont la protéine G trimérique formée de trois sous-unités, les unités alpha et bêta et gamma. Comme nous allons vu dans cette figure, on a à la couleur noire, on a des molécules comme le protéine G, des petites molécules en traversant à une récepteur transmembranaire qui on appelle un récepteur transmembranaire et qui active le protéine G. Et ce protéine G qui active les sous-unités que nous allons déjà dit les alpha et les bêta et les gamma. Le protéine G simule un effecteur qui en général est une enzyme, une protéine canal ou un transporteur situé sur la face interne de la membrane. L'activation de ces effecteurs donne la naissance au second messager. Ce dernier déclenche une série réactions biochimiques qui vont donner la réponse cellulaire. D'accord, maintenant je vous présente une figure illustre le mécanisme de ce second messager. Là, dans cet schéma, on a les molécules qui ont à la couleur noire vont traversant à un récepteur transmembranaire qui ont transformé qui ont traversé à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire le cytosol, qui active le protéine G et le protéine G qui active les sous-unités alpha et bêta et gamma, et les sous-unités activent les effecteurs. Les effecteurs, c'est-à-dire les enzymes, les canards, les transporteurs, qui ont transformé sur un second messager. Bon, c'est très bien. Maintenant, on va voir la voie de l'AMP cyclique, c'est-à-dire la voie de l'adénosine monophosphate cyclique. Premièrement, on va voir deux types de protéines G. Il y a le protéine G simple qu'on y a déjà étudié et le protéine G trimérique. Ce dernier est un intermédiaire entre les récepteurs d'hormones situés dans la membrane plasmique et l'effecteur sur ce dernier, et il va générer le second messager. Les récepteurs transmettent l'information par l'intermédiaire de protéine G trimérique et le protéine G est formé de trois unités, les HUMA alpha et bêta et gamma. Ce protéine G simule un effecteur, les HUA, l'adénylate cyclate situé à la surface interne de la membrane, donnant l'activation conduit à la production du second messager. Et cette figure en bas explique tout ça. On a autre voie, c'est la voie de l'AMP cyclique à partir de l'ATP intracellulaire. L'adénylcyclate peut être simulé ou inhibé par différents complexes récepteurs ligands. L'AMP cyclique active une protéine kinase A, l'AMP cyclique dépendante,
La protéine kinase A est constituée de 4 unités, se forme unités comme on va voir dans la figure suivante. Dans cette figure, on a de 4 unités. On a les deux unités qui ont à la droite, qui ont à la couleur bleue, et on a deux unités qui sont ramifiées et, à, et ont, et ont un- et ont une couleur grise. Les sous-unités dernières, on appelle les sous-unités régulatrices. Et les autres unités qui ont en bleu, on appelle les sous-unités catalytiques inactifs. Alors, l'AMP cyclique en la couleur rouge est liée les sous-unités régulatrices et libérant ainsi les sous-unités catalytiques, comme nous allons vu dans cette figure. Donc, les sous-unités catalysant la phosphorylation des enzymes de plusieurs voies métaboliques, c'est-à-dire la glycolyse, la lipolyse, la glycogénolyse, la glycogénèse, etc. Bon, c'est très bien. Euh, donc, on va aller à la voie on va aller à l'étudier de la voie de la phosphoionositide. Dans cette figure, le protéine G va activer une enzyme membranaire, c'est-à-dire la phospholipase C. Ce dernier va couper les phospholipides membranaires et le phospholipase, c'est un effecteur. Le phospholipase est activé par un récepteur couplé aux protéines G pour l'hydrolyse de phosphatidylinositol 4,5-biphosphate au niveau de carbone 1 de PIP2, exactement à la fonction d'ester qui a allié à la phosphate comme nous allons vu dans cette figure qui contient la structure de PIP2. Cette hydrolyse provoque une augmentation de la concentration intracellulaire des seconds messagers l'IP3, c'est-à-dire l'inositol triphosphate et le DAG, le diacylglycérol. Comme nous allons vu, cette dégradation de PIP2 on paye IP3 et plus le diaglycérol, c'est-à-dire le DAG. Mais l'IP3 est le plus actif biologiquement dans le cytosol, donc joue le rôle de second messager. Ce dernier va fixer sur les récepteurs spécifiques induits l'activation des canaux calciques sur la membrane de réticulum endoplasmique provoque la sortie de CA2+, et le recrutement de la protéine kinase C, c'est-à-dire le PKC, et est une réponse cellulaire induite par l'augmentation de CA2+ cytosolique, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration de CA2+ dans le cytosol pour l'activation de, PK, de PKC par le diacylglycérate, glycérol. La kinase activée peut phosphoryler et dérive un enzyme cellulaire au récepteur. Par exemple, il y a un hormone utilisé, l'IP3 et le DHG, comme le second messager, le vasopressine et l'hormone TSH. Le CA2+ joue le rôle de second messager.
c'est-à-dire la fixation de l'hormone au récepteur canal calcique et l'augmentation de concentration de CA2+ intracellulaire euh, et, qui se liait à euh, qui se liait à une protéine calmodium et on symbolise le CAM. Le complexe calmodium active la protéine kinase, euh, active la protéine kinase, euh, kinase dépendante, qu'il phosphorylante de membrane et donnant la réponse cellulaire. Et il y a une augmentation de la concentration de CA2+ dans le cytosol, se formulant une protéine, le PKC, PKC dépendante, c'est-à-dire le, la CAM kinase, qui phosphorylent de nombreux donnants de réponse cellulaire. Par exemple, la réponse des récepteurs d'une adrénergique. Et on résume ça dans cette figure suivante. On a le, on a on a l'augmentation de CA2+ sur la membrane cytosolique de le réticulum endoplasmique rugueux pour l'activation de CAM dépendante qui active le CA2+ CAM kinase pour transformer en réponse cellulaire. Je pense que c'est la fin de le cours. J'espère que vous avez profité avec moi et merci d'avoir regardé le cours jusqu'à la fin. Et je vous vois à la prochaine vidéo.